voilà le plan de ce que je vais parler. Je vais d'abord brièvement rappeler les théories de la lumière du XVIIe siècle à nos jours. Puis je parlerai de l'optique géométrique de Hamilton en suivant à peu près l'ordre chronologique de ses travaux. Et enfin, je ferai des commentaires pour expliquer les choses que j'ai eu du mal à comprendre en lisant Hamilton et que finalement je pense avoir quand même à peu près compris maintenant. C'est les commentaires ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis tout à fait à la fin, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Je sais pas pourquoi. Je suis passé à... Je vais revenir à la page 1, là je suis passé d'un coup tout à fait à la fin. Bon, je mets en plein écran, en présentation. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est le... Voilà. Alors, donc j'ai expliqué là les commentaires que je ferai, c'est des petites explications qui me sont venues. Alors, je commence par les théories de la lumière du XVIIe siècle à nos jours. Au XVIIe siècle, on connaissait déjà les lois de la réflexion et de la réfraction, mais la nature de la lumière restait mystérieuse. Il y avait deux théories qui s'affrontaient. Pour certains, la lumière était un flux de corpuscules, et pour d'autres, une vibration se propageant par ondes. Alors d'ailleurs, il est intéressant de remarquer que c'est toujours pareil maintenant, aujourd'hui. Alors, dans l'annexe au discours de la méthode intitulé Dioptrique, qui date de 1637, Descartes explique les lois de la réfraction dans le cadre d'une théorie corpusculaire de la lumière et il en revendique la découverte. Alors, la théorie de Descartes ne convainc pas du tout Fermat, qui, sans se prononcer sur la nature de la lumière, énonce le principe qui porte son nom. Le chemin pris par la lumière pour aller d'un point à un autre est toujours tel que le temps de trajet soit le plus petit possible. Et ce principe explique la propagation de la lumière en ligne droite dans un milieu homogène, ainsi que les lois de la réflexion et de la réfraction. On sait aujourd'hui que l'énoncé correct, il faut remplacer le plus petit possible par stationnaire, parce qu'on peut avoir aussi le chemin le plus long possible. Alors pour Huygens, la lumière est une vibration se propageant par ondes. Il imagine que l'espace est rempli de particules d'une matière subtile qui, lorsqu'elles sont frappées par une onde lumineuse, entrent en résonance avec elle et deviennent les sources d'ondelettes. Et ces ondelettes se combinent et c'est leur réunion qui constitue l'onde lumineuse qui se propage. Sa théorie, qui a été élaborée vers 1678, publiée en 1690, permet d'expliquer les lois de la réflexion et de la réfraction, dont il attribue la découverte non pas à Descartes, mais à Snell. Et en fait, je me demande si ces lois n'étaient pas déjà connues de Ptolémée. C'est parce que finalement, elles sont assez simples, enfin au moins la loi de la réflexion. Alors pour Newton, la lumière est constituée de particules se déplaçant à très grande vitesse, capables de traverser le vide et les milieux transparents. Son traité Optics, qui date de 1704, explique les lois de la réflexion et de la réfraction dans le cadre d'une théorie corpusculaire de la lumière. Mais cependant, pour expliquer la diffraction, Newton associe aussi une onde à la lumière. En 1801, Thomas Young découvre le phénomène d'interférence et conclut à la nature
ondulatoire de la lumière. Malus étudie les congruences de droite en vue d'application aux rayons lumineux. Il perfectionne la théorie ondulatoire de la lumière de Huygens. Il découvre et il étudie la polarisation de la lumière et le phénomène de biréfringence. Ses travaux sur les congruences de droite serviront en fait de point de départ à l'optique géométrique de Hamilton. Fresnel, qui a été encouragé par Arago et qui a créé pour lui un laboratoire à l'Observatoire de Paris et qui l'a aidé à présenter ses travaux à l'Académie des sciences, malgré l'opposition des partisans de la théorie corpusculaire de la lumière, Poisson et Laplace principalement, qui étaient majoritaires, il étudie les interférences et il développe la théorie ondulatoire de la lumière. Observant que deux faisceaux de lumière polarisés dans des directions orthogonales ne donnent pas lieu à des interférences, Fresnel affirme que les ondes lumineuses sont transversales. Alors ça a été une chose qui a beaucoup étonné les gens, et il paraît que Arago en a été tellement étonné de ça qu'il n'a pas voulu co-signer la note de Fresnel. Il a laissé prendre le risque tout seul. Poisson aussi s'est opposé à ça. Comment ? Poisson aussi s'est opposé. Poisson, lui, il était partisan de la théorie corpusculaire. Non, mais aussi, je pense que Oui. il y avait des ondes longitudinales, des oscillations longitudinales. Alors, dans ces travaux de l'optique qui ont été effectués de 1824 à 1844, William Rowan Hamilton ne fait pas d'hypothèse sur la nature de la lumière. Il s'arrange en fait pour que les notions qu'il utilise aient une interprétation aussi bien dans le cadre des théories corpusculaires que dans celui des théories ondulatoires. Pour expliquer la réfraction, les théories corpusculaires de la lumière doivent admettre que la vitesse des grains de lumière est plus grande dans l'eau que dans l'air. Les théories ondulatoires, au contraire, expliquent ce phénomène par le fait que l'onde lumineuse va moins vite dans l'eau que dans l'air. Arago a imaginé un appareil pour mesurer la vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau, mais ces expériences n'ont pas abouti, et ce n'est qu'en 1850 que Foucault puis Fizeau ont fait des mesures et prouvé que la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau que dans l'air. En 1864, Maxwell présente une théorie de l'électromagnétisme conduisant à ces équations. Il s'aperçoit que ces équations ont une importante conséquence. Une perturbation du champ électromagnétique se propage dans toutes les directions comme une onde, à une vitesse proche de celle de la lumière. Et il en conclut que la lumière est une onde électromagnétique. Et les ondes électromagnétiques de longueur d'onde métrique ou décamétrique ont été mises en évidence expérimentalement par Hertz. Il semblait que la théorie ondulatoire de la lumière avait triomphé. Mais dans le cadre de la cinématique classique, le fait que la lumière se propage à la même vitesse dans toutes les directions n'est possible que dans un référentiel privilégié, celui dans lequel le support présumé des vibrations de lumière, l'éther, est au repos. Alors l'échec des tentatives de mise en évidence du mouvement de la Terre par rapport à l'éther est à l'origine de la théorie de la relativité d'Einstein qui a profondément modifié notre conception de l'espace et du temps. D'autre part, pour expliquer l'effet photoélectrique qui avait été découvert par Hertz, le même Hertz que celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Albert Einstein, en 1905, a ressuscité la théorie corpusculaire de la lumière, en admettant que les interactions lumière-matière se font par quanta discrets. Et en 1924, Louis de Broglie a écrit
toute particule, comme l'électron, doit être transportée par une onde dans laquelle elle est incorporée. Mon idée essentielle était d'étendre à toutes les particules la coexistence des ondes et des corpuscules découvertes par Einstein en 1905 dans le cas de la lumière et des photons. Et alors aujourd'hui, la dualité onde-corpuscule est encore un ingrédient essentiel de la théorie des interactions entre lumière et matière, qu'on appelle l'électrodynamique quantique, mais dont je ne parlerai pas davantage parce que ça dépasse mes connaissances, malheureusement. Je vais donc parler de l'optique géométrique de Hamilton. Alors, les travaux de Hamilton que j'ai consultés pour préparer cet exposé sont tous présents dans le volume 1 d'un ouvrage en 4 volumes, Sir William Rowan Hamilton Mathematical Works, qui a été publié par Cambridge University Press. Les éditeurs sont Conway et Singe, qui ont mis pas mal de notes explicatives qui sont utiles, d'ailleurs que je n'ai pas eu le temps de toutes lire, mais qui mériteraient de l'être, je pense. Alors, bien que de nature essentiellement géométrique, les ouvrages publiés de Hamilton ne comportent aucune figure. Et ces manuscrits n'en comportent que très peu. Il y a des petits graphiques quand même qui indiquent la forme des aberrations lumineuses. Alors, les éditeurs attribuent cela à l'influence de Lagrange, qui, dans la préface de sa mécanique analytique, semble éprouver une certaine fierté pour avoir remplacé les figures par des calculs. Enfin, vous connaissez là, certainement l'introduction célèbre à son ouvrage Mécanique analytique. Bon, je vais m'efforcer de présenter une partie du contenu de ce volume, celle que je comprends le mieux, en suivant l'ordre chronologique. Alors, ça commence par un mémoire d'une vingtaine de pages qui a été présenté par Hamilton en 1824, alors qu'il n'avait que 19 ans. Ce mémoire n'a pas été publié. Les éditeurs l'ont encouragé à poursuivre, à présenter quelque chose de plus élaboré, mais c'est ce qui l'a conduit à écrire ses articles principaux. Mais alors, dans le volume que j'ai consulté, il est publié pour la première fois. Et dans ce travail, il n'utilise pas la notion de fonction caractéristique, qui est le principal outil mathématique qu'il utilise par la suite. Alors, il étudie les rayons lumineux assimilés à des demi-droites orientées de l'espace, issus des points d'une surface lumineuse différenciable. Il suppose qu'un seul rayon part de chaque point de cette surface dans une direction qui dépend différenciablement du point de départ, mais qui n'est pas forcément la direction normale à la surface lumineuse. C'est donc une famille de droites, de demi-droites, à 2 paramètres qu'il étudie. Il déclare avoir fait ce travail avant de connaître le traité d'optique de Malus, que son tuteur, le référent Boyton, lui a indiqué après la remise de son mémoire. Hamilton écrit les 2 équations d'un rayon courant et s'intéresse aux questions suivantes. Trouver les rayons qui passent par un point donné, trouver les rayons qui rencontrent une courbe donnée, trouver les rayons qui sont tangents à une surface donnée. Il considère aussi la surface réglée formée par une sous-famille à un paramètre de la famille de rayons étudiés et détermine dans quel cas cette surface est développable, c'est-à-dire dans quel cas tous les rayons de la famille sont tangents à une même courbe. Et la réunion des courbes ainsi obtenues, c'est la surface caustique de la famille de rayons. Les méthodes mathématiques qu'il utilise sont celles de la théorie du contact, pour déterminer l'enveloppe d'une famille d'objets géométriques dépendant de paramètres. On écrit les équations de ces objets, on dérive ces équations par rapport aux paramètres et on élimine des variables entre les équations ainsi obtenues. Alors, ça m'a énormément rappelé, quand j'ai lu ce papier,
le cours que j'avais suivi en 1953-54 à l'école polytechnique, fait par Gaston Julia. C'était exactement ce que Julia faisait. Et après, j'ai vu que en note, en bas de page, les éditeurs avaient dit, pour une théorie moderne de ceci, regardez l'ouvrage de Gaston Julia, Géométrie différentielle, datant de 1924. J'en ai conclu que Gaston Julia, en 1953, faisait le même cours que celui qu'il avait publié en 1924. Alors, Hamilton considère une sous-famille à un paramètre de rayon issu des points d'une courbe tracée sur la surface lumineuse. Il étudie dans quel cas cette famille enveloppe une courbe. Et les directions tangentes à la courbe tracée sur la surface lumineuse pour lesquelles cette enveloppe existe sont solutions d'une équation du second degré. C'est pourquoi il y a deux racines et la surface caustique, lorsqu'elle existe, comporte deux nappes. Chaque rayon appartient alors à deux surfaces développables formées de rayons, et les deux courbes auxquelles ces rayons sont tangents sont tracées sur les deux nappes de la surface caustique. Hamilton écrit l'équation aux dérivées partielles du premier ordre vérifiée par les sous-familles de rayons à un paramètre qui forment des surfaces développables, et il remarque que la surface caustique est l'intégrale singulière de cette équation aux dérivées partielles. Alors ce mémoire semble avoir été considéré par... Alors là, je parle du premier grand mémoire de Hamilton, qui est la Theory of Systems of Rays, qui date de 1827. Il semble avoir été considéré par Hamilton comme la version finale du mémoire On Caustics. Cependant, il est intéressant de remarquer que dans son papier On Caustics, il étudie un problème plus général que celui qu'il considère ensuite. Parce qu'ensuite, il se restreint à des rayons lumineux qui possèdent des surfaces orthogonales. Alors que dans son premier papier, ce n'était pas le cas. Alors, il a publié une table des matières qui distingue trois parties. La première partie sur les systèmes de rayons réfléchis, la seconde sur les systèmes de rayons réfractés, ordinaires, et puis ensuite sur les systèmes extraordinaires, c'est-à-dire dans les cristaux où il y a le phénomène de biréfringence, et le système de rayons en général. Alors, seule la première partie a été publiée en 1828. La seconde partie a été reconstituée par les éditeurs à partir des manuscrits non publiés de Hamilton. Quant à la troisième partie, elle n'existe pas. Il semble que Hamilton l'ait transformée en plusieurs suppléments qui ont été publiés ensuite. Alors, probablement en 1827, Hamilton avait l'essentiel de ce qu'il voulait présenter dans ces trois parties, car il a publié une table des matières très détaillée. De plus, la table des matières réelles de la seconde partie, qui a été reconstituée à partir de ces manuscrits non publiés, est à peu près identique à celle qui a été publiée en 1828. Alors, je parlerai ensemble des deux parties parce que c'est très lié finalement. Alors, il considère un faisceau de rayons lumineux issu d'une source ponctuelle. Dans la première partie, ce faisceau subit un nombre quelconque de réflexions sur des miroirs qui sont des surfaces différenciables quelconques disposées de manière quelconque. Dans la seconde partie, qui est beaucoup plus courte, ce sont des réfractions à travers des surfaces différenciables séparant des milieux d'indices de réfraction différents. Hamilton considère aussi les systèmes optiques comportant à la fois des miroirs et des réfracteurs. Mais cette partie est beaucoup plus courte parce que la plupart des résultats qu'il avait trouvés pour les réflexions s'adaptent assez facilement au phénomène de réfraction.
Alors, au début de la première partie, Hamilton considère une famille de rayons dépendant de deux paramètres qui ne sont pas forcément issus d'une source ponctuelle et se demande s'il est possible de trouver un miroir tel que, après réflexion sur ce miroir, tous les rayons se concentrent en un même point. Alors, il prouve que la condition nécessaire et suffisante que la famille de rayons doit satisfaire pour que ce soit possible, c'est l'existence d'une famille de surfaces orthogonale à tous les rayons. En renversant le sens de parcours des rayons, Hamilton en déduit qu'un faisceau de lumière issu d'un point lumineux qui admet au départ une famille de surfaces orthogonales qui sont les sphères centrées sur le point lumineux, conserve cette propriété après réflexion sur une surface différenciable de forme quelconque. Le faisceau réfléchi admet encore une famille de surfaces orthogonales à tous les rayons. Puis, Hamilton prouve qu'une famille de rayons dépendant de deux paramètres qui admet une famille de surfaces orthogonales à tous les rayons conserve cette propriété après réflexion sur une surface différenciable de forme quelconque et plus généralement après réflexion sur un nombre quelconque de surfaces différenciables de forme quelconque, pourvu que tous les rayons se réfléchissent le même nombre de fois. Alors, dans la seconde partie, Hamilton établit les mêmes propriétés pour les systèmes de rayons soumis à des réfractions à travers des surfaces différenciables séparant des milieux d'indices de réfraction différents. Il montre d'abord que pour qu'un système de rayons dépendant de deux paramètres puisse être concentré en un point par réfraction à travers une surface de forme convenable, il suffit que ce système admette une famille de surfaces orthogonales à tous les rayons. Il suit le même plan que dans la première partie. Il montre que l'existence d'une telle famille de surfaces, qui est assurée si les rayons sont issus d'une source ponctuelle, se conserve après réfraction à travers une surface différenciable et plus généralement après plusieurs réfractions et réflexions à travers ou sur des surfaces différenciables quelconques. Alors, la preuve donnée par Hamilton repose sur la stationnarité du chemin optique total le long d'un rayon, vis-à-vis des déplacements infinitésimaux, des points où ont lieu les réflexions ou les réfractions sur les surfaces réfléchissantes ou les surfaces séparant des milieux d'indices de réfraction différents. Entre deux de ces surfaces, le rayon lumineux est un segment de droite. Son chemin optique, c'est le produit de la longueur par l'indice de réfraction du milieu. Hamilton appelle système rectangulaire, enfin en anglais rectangular system, un système de rayons dans un milieu transparent, homogène et isotrope, donc rectiligne, admettant une famille de surfaces orthogonales à tous les rayons. Il a donc prouvé qu'un système rectangulaire reste rectangulaire après réflexion sur une surface différenciable quelconque ou réfraction. Alors, j'ai regardé un peu sur Internet ce que les opticiens disent de ce théorème, et en optique, cette propriété est appelée le théorème de Malus, ou théorème de Malus-Dupin. Alors, Hamilton parle de Malus, effectivement, mais il ne parle pas de Dupin. Alors, Malus a montré, en fait, c'est une illustration du théorème d'Arnold qui dit que quand il y a un théorème qui porte un nom propre, la personne qui porte aussi ce nom propre n'est pas celui qui a démontré le théorème. Alors, c'est le cas pour Malus, parce qu'il a montré que l'ensemble des rayons lumineux issus d'une source ponctuelle possédait encore une famille de surfaces orthogonales après réflexion ou réfraction sur une surface, mais il doutait que ça soit encore vrai pour plusieurs. Alors, Charles Dupin a démontré ce théorème dans le cas général, et Hamilton aussi, mais je ne sais pas lequel des deux l'a fait le premier.
Alors ce personnage, Charles Dupin, est quelqu'un de très intéressant. C'est un polytechnicien, ainsi d'ailleurs que Malus, Fresnel, Arago. À cette époque-là, l'école polytechnique formait des gens qui étaient à la fois de grands ingénieurs et aussi des scientifiques de premier plan. Maintenant, elle forme surtout des banquiers et des PDG de sociétés où les gens se suicident, comme vous savez. Mais enfin, bon, ça changera peut-être. Alors, Dupin, c'est en plus le personnage qui a inspiré, d'après Wikipédia, ce Dupin qui a laissé un nom en géométrie différentielle. Il y a les cyclides de Dupin, l'indicatrice de Dupin, il y a pas mal de choses qui lui sont dues. D'après Wikipédia, il aurait servi de modèle au chevalier Auguste Dupin, qui est le héros de quelques nouvelles de Edgar Allan Poe dans l'Histoire extraordinaire. Alors, la fonction caractéristique. Hamilton définit une fonction caractéristique du système optique constitué par la source lumineuse et l'ensemble des miroirs, ou des milieux transparents d'indices différents. Il la note V. Dans la première partie et le début de la seconde partie du mémoire, il définit cette fonction dans la partie de l'espace située après le dernier miroir ou la dernière surface de réfraction, à la sortie du système optique, ou plus exactement dans la partie éclairée à la sortie du système optique. Et puis ensuite, il généralise sa définition en définissant la fonction caractéristique dans tous les milieux successivement traversés par la lumière. Et dans le troisième supplément, il généralise encore la chose, il considère la position de la source lumineuse comme variable. Et à ce moment-là, la fonction caractéristique devient une fonction qui dépend de deux points situés sur le même rayon lumineux. Le point d'émission d'un rayon et le point d'arrivée. Alors, dans la première partie, la fonction caractéristique, c'est simplement la longueur totale de la ligne brisée allant du point source au point courant, en respectant les lois de la réflexion sur chacun des miroirs rencontrés, c'est-à-dire le rayon incident et réfléchi sont symétriques par rapport à la normale au miroir. Alors, dans la seconde partie, après la dernière réfraction, la famille de rayons considérés dépendant de deux paramètres, un rayon lumineux, en général unique, passe par chaque point de coordonnées cartésiennes x, y, z. Et les cosinus directeurs alpha, bêta, gamma de ce rayon sont des fonctions de x, y et z. Hamilton utilise le fait qu'il existe une famille de surfaces orthogonale à tout le rayon, et ça implique que la forme différentielle alpha dx plus bêta dy plus gamma dz est exacte. Et il définit la fonction caractéristique V comme étant la fonction dont la différentielle est égale à alpha dx plus bêta dy plus gamma dz, ce qu'il a défini à une constante additive près. Alors, au début de la seconde partie, la fonction caractéristique V n'est pas le chemin optique total. C'est à une constante additive près le quotient de ce chemin par l'indice de réfraction du dernier milieu. Mais par la suite, à la fin de la seconde partie, Hamilton étudie la propagation de la lumière dans l'atmosphère, considérée comme un milieu homogène, mais non homogène, mais isotrope, car l'indice de réfraction dépend de la température et la pression. Alors les rayons lumineux ne sont plus des droites. Hamilton utilise le calcul des variations pour obtenir le système différentiel dont ce sont les courbes intégrales. Il prend pour définition de la fonction caractéristique le chemin optique total, calculé par intégration entre deux points le long d'un rayon lumineux, et il exprime que V est stationnaire
pour les variations du rayon. Voilà. Donc c'est cette définition-là de la fonction caractéristique qu'il utilise par la suite. Alors, cette propriété de stationnarité de la fonction caractéristique est appelée par Hamilton, qui fait référence à Laplace, Principle of Least Action, mais dans les publications postérieures, il l'appelle Principle of Stationary Action. Les surfaces de niveau de la fonction caractéristique, calculées pour un système de rayons issus d'une source lumineuse ponctuelle, eh bien, ce sont les surfaces orthogonales à la famille de rayons. Et alors, même dans les milieux hétérogènes comme l'atmosphère, dans lesquels les rayons ne sont pas rectilignes, on a encore une famille de surfaces orthogonales. Alors, la première partie du... Est-ce que... je ne suis pas revenu en arrière, là, non. Il fait une étude détaillée dans le mémoire de toutes les familles de droite à 2 paramètres qui admettent une famille de surfaces orthogonales. Il reprend, en les précisant, tous les résultats qu'il avait obtenus dans son mémoire on caustics. Il étudie les aberrations du système de rayons, la densité géométrique au voisinage d'un point qui peut appartenir ou non à la caustique. Le problème traité dans On Caustics est plus général que celui traité dans Theory of Systems of Rays, car les familles de rayons à 2 paramètres considérés ne sont pas forcément des systèmes rectangulaires. J'ai été assez surpris de voir que leurs propriétés sont cependant à peu près les mêmes. Il existe des surfaces caustiques. Chaque rayon appartient à 2 sous-familles de rayons formant des surfaces développables. Ces rayons sont tangents à 2 courbes tracées sur les 2 nappes de la surface caustique. Alors j'expliquerai plus loin que les systèmes rectangulaires sont des sous-variétés lagrangiennes de la variété symplectique formée par l'ensemble de toutes les droites orientées, tandis que les familles à 2 paramètres de droite orientée sont des sous-variétés, mais pas nécessairement lagrangiennes. Donc je me demande, par exemple dans les livres d'Arnold, il y a une étude des singularités des sous-variétés, des projections des sous-variétés lagrangiennes d'une variété symplectique, ou du fibre cotangent à une variété. Je me demande si, dans le cas d'une famille de rayons qui n'est pas une famille orthogonale, on n'a pas quand même une structure symplectique cachée derrière. Ça, je n'ai pas été capable de le tirer au clair. Parce que peut-être que ce sont encore des sous-variétés lagrangiennes pour une forme symplectique convenablement choisie. Alors, le premier supplément, c'est un mémoire de 38 pages, dans lequel Hamilton commence par étudier la propagation de rayons lumineux issus d'une source ponctuelle dans un milieu transparent qui n'est ni homogène ni isotrope. Donc la vitesse de propagation du rayon dépend non seulement du point considéré, mais aussi de sa direction. Alors il définit la fonction caractéristique comme le chemin optique total le long d'un rayon lumineux, de la source lumineuse au point courant, par une formule qui est comme ça. Alors il note V, la quantité, petit v, grand V c'est la fonction caractéristique, et petit v c'est la fonction qu'il intègre le long du rayon, et qui est en fait l'indice de réfraction. Le rayon, c'est l'indice de... Mais alors, s'il l'a appelé V, c'est peut-être parce qu'il pensait aux théories corpusculaires, où c'est la vitesse de la lumière, mais dans le cas de la théorie ondulatoire, c'est l'indice de réfraction. Et alors, les quantités alpha, bêta, gamma, ce sont les dérivés
x par rapport à la longueur d'arc curviligne. Donc, c'est les cosinus directeurs du rayon lumineux. Alors, bien sûr, on a alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 est égal à 1, c'est un vecteur unitaire. Donc, Hamilton note V de x, y, z, alpha, bêta, gamma, c'est en fait l'indice de réfraction. Il utilise une astuce de calcul très ingénieuse consistant à prolonger la définition de la fonction V à tous les vecteurs non nuls de composantes alpha, bêta, gamma, mais qui ne sont plus forcément unitaires, en imposant à V d'être positivement homogène de degré 1. Alors, autrement dit, pour tout nombre non nul lambda, V de lambda alpha, lambda bêta, lambda gamma, c'est lambda V de x, y, z, alpha, bêta, gamma. Alors, on sait alors qu'avec cette chose-là, l'intégrale le long d'une courbe paramétrée allant d'un point P à un point Q de V ne dépend que de la nature, que de la courbe géométrique qui joint P à Q et non plus de son paramétrage. C'est plus, on n'a plus, c'est pas forcément la longueur d'arc. Alors, on n'a plus besoin d'utiliser la longueur d'arc, ça peut être un paramétrage quelconque, mais on a toujours bien sûr ceci. Alors, la fonction, puisqu'elle est positivement homogène de degré 1, la fonction V satisfait l'identité de l'air, c'est la somme de alpha dv sur d alpha plus bêta dv sur d bêta plus gamma dv sur d gamma. La fonction caractéristique peut donc s'exprimer comme ça, alpha dv sur d alpha plus bêta dv sur d bêta plus gamma dv. C'est-à-dire, alors, alpha dv de S, ça équivaut à écrire que c'est dv sur d alpha dx plus dv sur d bêta dy plus dv sur d gamma dz. Et on reconnaît la forme de point carré cartan de la mécanique, qui en mécanique, elle s'écrit somme de PI dQI moins H dt. Mais dans ce cas particulier, comme ce qui joue le rôle de Lagrangien, c'est petit v qui est homogène de degré 1, le hamiltonien est nul. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de documents sur le calcul des variations qui étudient les Lagrangiens homogènes de degré 1. Cependant, il y a le livre de Paul Maliavin, Géométrie différentielle intrinsèque, publié par Hermann, où c'est traité. Et alors, j'avais lu ce livre dans ma jeunesse. Enfin, j'avais essayé de le lire parce qu'il est assez difficile à lire quand même. Et je l'ai repris, ça m'a bien aidé à comprendre ce que fait Hamilton. Et cette forme-là, Paul Maliavin l'appelle la forme de Hilbert. C'est en fait l'image réciproque par l'application de Legendre de la forme de la forme de Liouville sur le fibré cotangent. Comment ? Les physiciens regardent beaucoup ce genre de situation homogène de degré 1 dans les théories de jauge. Oui, je crois, oui, mais bon, je ne suis pas très savant là-dessus, malheureusement. Alors, en utilisant le fait que le trajet du rayon lumineux de la source au point M est stationnaire vis-à-vis des variations infinitésimales, Hamilton montre qu'il existe des relations remarquables entre les dérivées partielles de la fonction caractéristique V, considérée comme fonction des coordonnées x, y, z du point où elle était évaluée, et les dérivées partielles de la fonction petit v, qui dépendent des variables x, y, z, alpha, bêta et gamma. Ces relations s'écrivent comme ça, on peut aussi les écrire comme je les ai déjà écrites d'ailleurs. dv sur d alpha dx plus dv sur d bêta dy plus dv sur d gamma dz.
Alors, dans ces papiers, à plusieurs reprises, Hamilton appelle cette propriété le principle of varied action. Donc, il fait reposer son optique géométrique sur le principle of stationary action, le principle of varied action, qui est l'existence de ces formules. Voilà. Alors, en fait, c'est une conséquence du fait que les vecteurs tangents aux extrémales régulières sont contenus dans le noyau de la différentielle extérieure de la forme de Poincaré Cartan. Alors, Hamilton considère ensuite une famille à 2 paramètres de rayons issus d'une source ponctuelle qui, après s'être propagée dans un milieu et ayant subi des réfractions, se propage dans un milieu homogène mais pouvant être anisotrope. Dans ce cas, l'indice de réfraction, c'est-à-dire la fonction petit v, ne dépend pas du point considéré, mais peut éventuellement dépendre de la direction du rayon lumineux, c'est-à-dire des cosinus directeurs alpha, bêta, gamma. Comme précédemment, Hamilton prolonge cette fonction à tous les vecteurs non nuls en lui imposant d'être homogène de degré 1. La différentielle de la fonction caractéristique vérifie toujours cette propriété. Et chaque rayon lumineux a une droite sur laquelle V varie linéairement. Il suppose alors que la famille des rayons considérés peut prendre la direction du rayon, comme si, il suppose qu'on a une famille de rayons qui dépendent de paramètres. Alors, il suppose maintenant qu'au lieu de prendre x, y, z comme coordonnées, on peut prendre alpha, bêta, gamma. Alors évidemment, ça ne marche pas pour une famille de rayons qui sont tous parallèles, puisque ce n'est pas un système de coordonnées. Mais ça lui permet, dans le cas où alpha, bêta, gamma peuvent être des coordonnées, d'introduire une autre fonction caractéristique qui est note W et qui est définie par cette expression. Alors W, c'est en fait la transformée de Legendre de V, une fonction qui est constante sur chaque rayon, qui dépend de la direction de ce rayon. L'introduction de ces fonctions m'a rappelé un peu ce qu'on fait en thermodynamique, quand on définit l'entropie, l'énergie libre, la fonction de Gibbs. Il y a toutes ces fonctions d'un système thermodynamique sont liées les unes aux autres par des relations qui sont à peu près les mêmes que celles-là. Hamilton détermine les relations qui existent entre les dérivées partielles première et seconde de V et W. Il utilise la fonction W pour étudier les propriétés géométriques de la famille de rayons, en particulier les caustiques. Il étudie aussi comment les fonctions caractéristiques V et W sont affectées par réflexion et réfraction des rayons sur ou à travers une surface différentiable. Alors la fonction V continue parce qu'elle est donnée par une intégrale le long des rayons, mais la fonction W est discontinue. Alors, pour le cas de la réfraction, je pense que ces calculs consistent en langage moderne à interpréter les formules qu'il avait appelées Principle of Varied Action au sens des distributions de Laurent-Schwartz. C'est-à-dire, on remplace les dérivées partielles par des différences finies. Mais je dois dire que je n'ai pas décortiqué tous les calculs pour m'en assurer. Ça serait un travail de plusieurs années, certainement. Alors, dans le deuxième supplément, qui est un mémoire de 19 pages, Hamilton considère une famille à 2 paramètres de rayons lumineux issus d'une source ponctuelle qui, après propagation dans un milieu transparent, après des réflexions, se propage dans un milieu qui est isotrope, mais peut être hétérogène. Alors l'indice de réfraction, qui est noté mu, dépend du point considéré, mais pas de la direction du rayon. Alors on a toujours la même relation pour la différentielle de sa fonction caractéristique, et alpha, bêta et gamma sont considérés comme fonctions lui aussi de x, y, z.
Alors, puisqu'on a alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 égale 1, la fonction caractéristique satisfait une équation partielle du premier ordre, qui est aujourd'hui l'équation qu'on appelle équation d'Hamilton-Jacobi. La fonction notée petit v, dans le mémoire précédent, s'exprime au moyen de mu par cette formule-là, mais maintenant, le alpha, bêta, gamma ne sont pas forcément unitaires, puisqu'on a prolongé la définition de la fonction v. Alors, l'autre fonction caractéristique, elle est donnée par cette formule-là. Et alors, V n'est pas une fonction quelconque, parce qu'elle doit être solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi. Par contre, Hamilton montre qu'on peut prendre pour W une fonction différenciable quelconque de alpha, bêta, gamma. Et qu'à ce moment-là, on peut trouver V. C'est-à-dire, W donne une manière de trouver la fonction caractéristique. Le reste du mémoire suppose donner un développement série de W, on déduit le développement correspondant de V et applique ce résultat au calcul des aberrations d'un faisceau lumineux après la traversée d'une lentille. Alors le troisième supplément, c'est le plus long, il est aussi long que tout le reste, hein, lui tout seul. Alors Hamilton expose à nouveau toute sa théorie de l'optique géométrique sans utiliser les résultats de ses papiers précédents. Il reprend tout à zéro et il réexplique tout. Il étudie la lumière, la propagation de la lumière, dans un milieu qui est hétérogène et anisotrope, mais il ne considère plus la source lumineuse comme un point fixé une fois pour toutes. Alors, il considère alors, il a une astuce de notation qui est assez pratique, je trouve. Il appelle x', y', z' les coordonnées du point de départ du rayon et x, y, z celles du point d'arrivée. Alors c'est pratique parce qu'on fait souvent varier le point d'arrivée, on fait beaucoup moins souvent varier le point de départ, donc on ne s'ennuie pas, on ne se casse pas les pieds à ne pas oublier les primes. On les utilise le moins souvent possible. Donc il écrit la fonction caractéristique comme fonction de deux points, comme cette intégrale. Alors, il suppose implicitement que lorsque les deux points sont donnés, les vecteurs unitaires directeurs du rayon lumineux au point M' sont déterminés. De plus, l'indice de réfraction peut dépendre non seulement du point considéré et de la direction du rayon lumineux, mais il ajoute en plus un indice chromatique qui dépend de la couleur de la lumière. Mais en fait, c'est juste une chose qu'il introduit comme ça, parce qu'après, il ne le fait pas varier, cet indice chromatique, il le garde toujours le même. Donc il étudie en fait mais c'est pour montrer comment on fait si on a de la lumière qui n'est pas monochromatique. Alors il montre que la fonction caractéristique V satisfait deux équations aux dérivées partielles du premier ordre, l'une faisant intervenir le dérivé partiel par rapport aux coordonnées x, y, z du point M, et l'autre les dérivés partiels par rapport aux coordonnées x', y', z' du point M'. Ce sont en fait deux équations d'Hamilton-Jacobi qui généralisent celles qu'il a obtenues dans le deuxième supplément pour un milieu isotrope. Alors je crois que par la suite, Jacobi a montré que ces deux équations n'en faisaient qu'une en fait. Parce qu'on peut, il y a peut-être des changements de signes à faire, des trucs comme ça, mais enfin c'est la même fonction. C'est la même équation d'Hamilton-Jacobi. Alors pour prouver que V satisfait ces deux équations aux dérivées partielles, Hamilton utilise les relations qu'il appelle Principle of Variation, à la fois pour la variation du point M et pour la variation du point M'.
Alors, comme il a prolongé la définition de V en faisant une fonction positivement homogène de degré 1, les dérivées partielles de V sont homogènes de degré 0. C'est-à-dire que dV sur d alpha, dV sur d bêta, dV sur d gamma ne sont pas fonctions vraiment indépendamment de alpha, bêta, gamma, mais seulement des rapports de deux de ces quantités à la troisième quand elle est non nulle. Par exemple, alpha sur gamma et bêta sur gamma. Et Hamilton dit alors qu'on peut éliminer ces deux variables entre les trois équations et qu'on obtient ainsi la relation qui est l'équation d'Hamilton-Jacobi. Voilà comment il explique qu'on peut obtenir cette équation, même dans le cas où le milieu est anisotrope. Alors, en remplaçant m par m', on a une deuxième équation d'Hamilton-Jacobi. Alors, il faut remarquer que les fonctions oméga et oméga' sont des fonctions qui sont définies sur le fibré cotangent à l'espace physique, ou plutôt ne sont produits par R, car elles dépendent aussi de l'indice chromatique. Parce que les dérivées partielles dv sur dx', dv sur dy', dv sur dz', ce sont les composantes d'un covecteur. Alors, c'est à ce moment-là qu'en fait, Hamilton passe au formalisme hamiltonien. C'est-à-dire, il décide d'utiliser, au lieu de alpha, bêta, les coordonnées sigma, tau et nu, qui sont duales, donc il considère oméga comme fonction de x, y, z, sigma, tau nu, et puis aussi l'indice chromatique. Donc il est passé du formalisme lagrangien à ce qu'on appelle aujourd'hui le formalisme hamiltonien. Il explique comment déduire de V l'équation des rayons lumineux. En fait, en égalant à des constantes ces expressions-là et en fixant x', y', z', on obtient trois relations dont en fait deux seulement sont indépendantes entre les coordonnées d'un point courant sur le rayon, ce qui permet d'exprimer deux de ces coordonnées en fonction de la troisième, donc de trouver la géométrie du rayon. Alors en langage moderne, je crois que ce résultat, on l'exprime comme ça, d'ailleurs, c'est comme ça, expliqué comme ça dans le livre d'Arnold, que la connaissance d'une intégrale complète de l'équation d'Hamilton-Jacobi permet de déterminer toutes les courbes intégrales d'un système hamiltonien. De plus, Hamilton définit deux autres fonctions caractéristiques secondaires, W et T, qu'il appelle maintenant des fonctions auxiliaires. La fonction W avait déjà été considérée dans le premier supplément. Elle est maintenant définie dans le cas général par la même formule, mais avec sigma, tau et nu, et elle est considérée comme une fonction des coordonnées x', y', z' du point M' et des composants du covecteur sigma, tau et nu, et de l'indice chromatique. Et puis Hamilton en définit encore une autre, qui est T, qui est W moins x' sigma', y', tau', etc., qu'il considère comme une fonction des variables sigma, tau et nu des deux points M'. Il montre que deux quelconques des fonctions V, W et T peuvent s'exprimer au moyen de la troisième. Il fait une étude détaillée des relations entre les dérivées partielles du premier et du deuxième ordre de ces fonctions, explique comment elles peuvent être employées pour résoudre les équations aux dérivées partielles vérifiées par V. Il étudie aussi les variations brusques de ces fonctions lors d'une réfraction ou d'une surface de réfraction à travers une surface séparant des milieux différents. Il montre aussi que les résultats qu'il a établis en coordonnées cartésiennes restent pour l'essentiel
valable en coordonnées curvilignes quelconques. Alors je crois que ce serait un travail assez intéressant de faire, de réécrire dans le langage de la géométrie différentielle moderne tout ce qu'a fait Hamilton. Alors, le troisième supplément comporte encore une très longue étude de la géométrie d'un système de rayons utilisant les trois fonctions V, W et T, où il est question des aberrations, des distorsions, des surfaces caustiques. Je ne le regardais que très superficiellement. Cependant, j'ai vu que la notion de point conjugué du calcul des variations était connue de Hamilton. Et le supplément se termine par deux nouveaux sujets. Un lien avec la théorie ondulatoire de la lumière. Alors dans cette théorie, grand V, c'est le temps mis par la lumière pour aller de M' à M. Sigma, tau et nu sont les composantes de l'inverse de la vitesse normale de l'onde lumineuse. Hamilton interprète ces résultats en termes de la théorie ondulatoire de Fresnel. Et deuxièmement, c'est la réfraction conique. Alors, il utilise sa théorie de l'optique géométrique et il utilise les formules que Fresnel avait établies pour la vitesse d'une onde lumineuse dans un cristal biaxial. Et il montre qu'un pinceau lumineux cylindrique entrant perpendiculairement dans une lame à face parallèle faite de ce cristal se réfracte en un cône creux. Là, je vais faire un petit dessin. Donc, on a une lame à face parallèle. Oh, je ne dessine pas très bien, excusez-moi. Voilà. On a un pinceau lumineux qui entre comme ça. Alors, et il se réfracte en un cône, comme ça. Et là, il n'y a pas de lumière. Donc, et puis après, quand il ressort de la lame, il ressort en un cylindre creux, comme ça. Alors, Hamilton a demandé à un professeur, Humphrey Lloyd, professeur de philosophie expérimentale et naturelle au Trinity College, c'est comme ça qu'on appelait la physique à l'époque, professeur de philosophie expérimentale et naturelle. Vérifier, enfin, j'ai lu un roman dans lequel un Anglais appelle la physique la théologie expérimentale. Alors, 2 mois après la présentation du troisième supplément, Humphrey Lloyd a observé le phénomène de réfraction conique en utilisant le phénomène de réfraction. Résultats expérimentaux en 1833, où il expose des idées générales de sa théorie de l'optique sans écrire d'équation. Et il essaye d'expliquer ce qu'il y a donné l'idée de la fonction caractéristique, et il dit qu'il a essayé de faire un peu comme Descartes, qui a utilisé des coordonnées pour résoudre les problèmes de géométrie, et lui, il a utilisé une fonction. Bon. Mais enfin, c'est pas clair que ce soit vraiment ça qui lui ait donné l'idée. Alors, il y a un autre article de 22 pages, On the Path of Light and of the Planet, qui date de 1833, où il évoque les théories corpusculaires et ondulatoires de la lumière. Il parle de la réfraction conique, de sa mise en évidence par les expériences de Humphrey Lloyd. Il parle du théorème de Malus. Alors c'est là qu'il dit que Malus s'est trompé en pensant que son théorème n'était vrai que pour une seule réflexion ou réfraction et pas pour plusieurs.
Puis il envisage l'utilisation de la fonction caractéristique en mécanique céleste. Et cette idée sera développée dans ces deux grands mémoires sur la dynamique qui ont été publiés en 1834 et 1835, et ils figurent dans le livre, dans le volume 4. Bon, là j'ai fini de parler des travaux de Hamilton. Maintenant, je vais exposer quelques remarques que j'ai faites en essayant de comprendre ces travaux et de les rapprocher des notions de géométrie qui me sont plus familières. Alors, sur l'ensemble des droites orientées, il existe une structure symplectique naturelle de dimension 4, et elle est symplectomorphe, c'est-à-dire difféomorphe avec un difféomorphisme symplectique, au fibré cotangent à une sphère de dimension 2. Alors, c'est assez facile à voir, je vais expliquer. Est-ce que vous voyez ce que j'écris ou est-ce que je remonte l'écran? Voilà. Alors, dans l'espace, on considère l'ensemble de toutes les droites D. Donc, voilà une droite. Alors, pour repérer cette droite, je choisis un point quelconque qui va me servir d'origine, O, et je prends une sphère de rayon 1, et je trace un vecteur parallèle à la droite et de même sens. Alors, comment déterminer la droite? En me donnant U, je me donne sa direction. Maintenant, il faut aussi que je me donne sa position dans l'espace. Pour ça, je considère le plan tangent à la sphère au point U. Et je prends un vecteur W quelconque dans ce plan, qui est évidemment orthogonal à U. Donc, W U égale 0. Alors, je remarque que la droite M, c'est l'ensemble des points. La droite D est égale à l'ensemble des points M qui sont tels que le produit scalaire de OM avec W est égal à zeta de V. Où zeta, c'est une forme linéaire sur l'espace tangent en U. À la sphère, c'est-à-dire en fait un élément du fibré cotangent à la sphère. Donc la droite D est caractérisée par la donnée de U et de zeta. Oui, j'ai bien utilisé. Donc par un élément du fibré cotangent. Alors, vous me direz bien sûr que je choisis un point O particulier. Qu'est-ce qui se passe si je change le point O? En fait, je peux utiliser cette identification. On sait que le fibré cotangent a une forme symplectique naturelle. Je peux en déduire une forme symplectique naturelle sur l'ensemble de toutes les droites orientées. Bon, alors maintenant, la droite D, ça c'est ce que j'ai écrit. On a cette correspondance,
Alors, alors maintenant, si je remplace le point O par un autre point O', la forme de Liouville, l'image réciproque de la forme de Liouville n'est pas conservée. Elle est remplacée par la forme état plus le différentiel d'une fonction, qui est le produit scalaire du vecteur U avec le vecteur O'. Une fonction définie sur la sphère de rayon 1. Par conséquent, si on prend la différentielle extérieure, le terme supplémentaire disparaît et on a une forme symplectique naturelle qui ne dépend pas du choix du point O. Alors, la réflexion sur un miroir différenciable transforme la droite orientée portant un rayon incident en la droite orientée portant le rayon réfléchi. En utilisant les lois de la réflexion et l'expression de la forme symplectique d'état de la variété de toutes les droites orientées, on montre assez facilement que c'est un isomorphisme symplectique d'un ouvert de la variété de tous les rayons sur un autre ouvert. En fait, sur le même ouvert. C'est un symplectomorphisme de l'ouvert des rayons qui rencontrent le miroir sur les rayons réfléchis qui rencontrent aussi le miroir. Alors, pour la réfraction, le calcul est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup. Le rayon lumineux à la traversée d'une surface différenciable séparant deux milieux d'indice de réfraction N1 et N2 transforme la droite orientée qui porte le rayon dans le milieu d'indice 1 en la droite orientée qui porte le rayon dans l'indice 2, en utilisant les lois de la réflexion, l'expression de la forme symplectique, on montre facilement que c'est un isomorphisme symplectique de l'ouvert constitué par les droites orientées qui rencontrent la surface sigma muni de la forme symplectique N1 d'état 1 sur le même ouvert muni de la forme symplectique N2 d'état E. Je reviens un peu trop en arrière. N2 d'état D. Donc là, la forme symplectique à mettre sur l'ensemble des rayons n'est pas la même dans les deux milieux, évidemment. Alors, système rectangulaire et sous-variété lagrangienne. Je rappelle que Hamilton a appelé système rectangulaire une famille de droites orientées de l'espace dépendant de deux paramètres, admettant une famille de surfaces orthogonales à toutes ces droites. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les mathématiciens français appelaient cela une congruence normale de droite. En utilisant l'expression de la forme symplectique d'état de la variété de toutes les droites orientées, on montre facilement qu'une famille de droites orientées dépendant de deux paramètres est un système rectangulaire si et seulement si c'est une sous-variété lagrangienne de la variété symplectique de toutes les droites orientées. Alors, le théorème de Malus-Dupin, dont j'ai parlé au début de cet exposé, affirme qu'un système rectangulaire qui subit une série de réflexions et de réfractions reste rectangulaire. Et ce théorème est une conséquence immédiate, en fait, des deux résultats précédents. Puisque une réflexion ou une réfraction est une transformation symplectique, elle transforme une sous-variété lagrangienne en une autre sous-variété lagrangienne. Et bien sûr, quand on prend la composée de plusieurs transformations symplectiques, c'est encore une transformation symplectique. C'est pour ça que ça reste vrai pour un nombre quelconque de réflexions ou de réfractions. Alors, je voulais dire encore un mot sur le principe d'action stationnaire et formalisme hamiltonien. Alors, ça, c'est une chose qui m'avait gêné pour comprendre le travail de Hamilton, parce que
comme le lagrangien qu'il utilise est homogène de degré 1, le hamiltonien correspondant est nul. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible que Hamilton, qui est l'inventeur du formalisme hamiltonien, ait fait ça. Comment a-t-il fait? Et en fait, je crois que j'ai compris. Bon. Donc, on prolonge par homogénéité de degré 1. Bon, donc, comme je l'ai dit, en posant ceci. Alors, cette convention a un double avantage. Elle conduit à des formules très élégantes et elle rend la fonctionnelle d'action indépendante du choix du paramétrage. Bon, ça, je l'ai déjà dit, ça. Alors, en coordonnées locales, la fonction V s'écrit V de x1, x2, x3, x.1, x.2, x.3. Et à cause de l'identité de l'aire, on a cette formule-là. Les équations de l'aire Lagrange, on peut les écrire pour le calcul des variations, elles s'écrivent comme ça. Bon. Alors on peut utiliser le formalisme lagrangien pour déterminer les rayons lumineux. La fonction V jouant le rôle de lagrangien. Le paramétrage de ces équations n'est évidemment pas déterminé par les équations de l'aire Lagrange, puisque la valeur de la fonctionnelle d'action ne dépend pas du choix du paramétrage. Il y a donc une dégénérescence. Mais on peut éliminer cette dégénérescence en imposant par exemple V égale constante. On a une équation de plus, ce qui va déterminer la façon dont les courbes intégrales sont paramétrées. Alors si on cherche à utiliser le formalisme hamiltonien, on a une désagréable surprise. À cause de l'identité de l'aire, le hamiltonien associé au lagrangien est nul. Il n'y a pas de hamiltonien, puisque Lagrange la transformation de Legendre est dégénérée, donc il n'y a pas de hamiltonien. En fait. Oui, mais on peut en faire un. On peut quand même en faire un. On peut pourtant parfaitement utiliser le formalisme hamiltonien, et d'ailleurs, c'est ce que fait Hamilton. Mais je ne l'avais pas compris tout de suite. Alors je vais expliquer comment. Alors, on appelle l'application de Legendre. Bon, l'application de Legendre, c'est l'application qui consiste à associer à x1, x2, x3, p1, p2, p3, défini comme ça. En mécanique, on suppose souvent que l'application de Legendre ait un difféomorphisme au moins local, qui ferait tangent sur le fibré cotangent. Mais ici, ce n'est pas le cas, car évidemment, deux vecteurs dont l'un est le produit de l'autre par un réel positif ont la même image. Mais si on suppose, comme le fait implicitement Hamilton, que le lagrangien n'a pas d'autre dégénérescence, l'application de Legendre a pour image une sous-variété de codimension 1 du fibré cotangent, qui est donc une sous-variété coisotrope. On peut alors, au moins localement, trouver sur le fibré cotangent une fonction différenciable oméga, telle que cette sous-variété est pour équation oméga de x1, x2, x3, p1, p2, p3 égale 0. Et c'est la fonction oméga que Hamilton écrit quand il écrit son équation de Hamilton-Jacobi. C'est ainsi qu'il obtient l'équation aux dérivées partielles du premier ordre, vérifiée par la fonction caractéristique V, aujourd'hui appelée équation d'Hamilton-Jacobi. Et alors, il est parfaitement possible d'appliquer le formalisme hamiltonien en utilisant la fonction oméga pour hamiltonien. Le degré d'arbitraire qui existe sur le choix de cette fonction a pour seul, parce qu'on peut la multiplier par une fonction quelconque, différenciable quelconque, qui ne s'annule pas sur la sous-variété coisotrope. Et alors, ce degré d'arbitraire, il n'a qu'une seule conséquence, c'est qu'il modifie le paramétrage des rayons lumineux, mais il n'affecte pas leur forme. Voilà, j'ai terminé. Alors, je remercie Dominique Flamand de m'avoir invité à présenter cet exposé au séminaire Histoire de géométrie.
Je remercie aussi Alain Albouy qui m'a prêté les volumes des œuvres de Hamilton de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, ce qui m'a permis de les étudier tranquillement chez moi, bien plus confortablement qu'à la bibliothèque de Jussieu. Bon, il y a quelque chose que je vais peut-être dire, mais off record, donc j'arrête ça. Et merci à toutes les personnes qui ont eu la patience de m'écouter. Alors voilà, j'ai fini. Je vais juste montrer la bibliographie. J'ai mis seulement les références de Hamilton. Et puis, j'ai mis Malgazin, géométrie différentielle. Mais je suis étonné que tu ne mettes pas il y a le livre de Guy Minsterner, Symplectic Techniques and Physics, le premier chapitre. Je l'ai regardé. Je connais très bien ce livre que j'aime beaucoup d'ailleurs, très bien. Mais dans Guy Minsterner, il ne considère pas les Lagrangiens au chaîne de Degré. Par contre, dans le premier chapitre, dans le premier chapitre, il y a aussi, effectivement, il y a beaucoup de choses sur les géométries. Il y a aussi ce livre, j'oublie le nom de l'auteur, qui est un spécialiste de relativité, qui a écrit un livre sur le calcul des variations. Il regarde beaucoup justement les deux fonctions de Hamilton-Jacobi que vérifie la fonction caractéristique son nom m'échappe, un livre classique de calcul des variations. J'ai vu que Bourguignon a récemment écrit un livre de calcul des variations. C'était son cours de X, non? Son cours de X. Et ça peut pas être Abraham et Marsden? Non, je ne crois pas. Il y a quelque chose sur il y a un très long paragraphe sur la méthode de Hamilton-Jacobi dans le livre d'Abraham et Marsden. Je l'avais étudié il y a longtemps. C'est pas un bon livre. Non, mais... C'est un livre très riche, mais qui a été écrit par plusieurs personnes et qui ne se sont pas tellement bien coordonnées. Il y a des redites, des changements de notation qui rendent la lecture un peu difficile, mais quand même c'est un livre. Dans la première version, les coordonnées de Delaunay n'étaient pas symplectiques, c'est Moser qui le radique quand même. C'était un peu bizarre. Oui, peut-être des erreurs. Enfin, je ne l'ai plus. Je l'avais acheté, ce livre d'Abraham et Marsden. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, j'ai donné beaucoup de livres à la bibliothèque de Jussieu, je n'en ai plus. J'ai donné celui-là. Par contre, je l'avais laissé dormir. Hamilton, il explique lui-même qu'il aurait très bien pu commencer avec sa fonction caractéristique directement par la mécanique pour en venir ensuite à l'optique géométrique. C'est ce que fera Heinrich Bruns à la fin du 19e siècle avec la fonction iconale. Il fera l'inverse. Il a aussi une phrase, je crois, extraordinaire où il dit qu'il a tout résolu avec sa fonction caractéristique. Oui. C'est très à la mode à l'époque, ce genre de cas. Cette fonction caractéristique, c'est quand même pas une vraie fonction. Parce que justement, quand on suppose que sur les caustiques, il y a deux rayons qui... Il y a même en dehors de ça, il peut y avoir des rayons lumineux qui passent par le même point et qui viennent de directions complètement différentes. Donc je pense qu'il faudrait, pour lui donner un statut plus rigoureux, le définir dans un espace de dimension plus grande. C'est une solution multiforme. C'est pas une solution multiforme.
Oui, c'est une sorte de fonction multiforme. Mais c'est ce qui se passe toujours dans la Hamilton-Jacobi quand on veut Oui, globalement c'est ça. trouver des solutions. Il faut faire du calme. Mais Hamilton a été brimé parce que lui, il pensait travailler sur les caustiques, c'était vraiment ça son truc. Et on lui a dit que c'était un peu trop abstrait. Et on l'a amené au système de rayon. Ah, c'est le milieu qui l'entoure, parce qu'il était quand même très jeune, il avait 19 ans. Et il va devenir, je crois, à la suite de genre de travaux, astronome royal. Donc, c'est vrai que vous êtes un spécialiste du Hamilton, donc je ne Non, pense pas pas vous avoir appris grand-chose. Enfin, moi, ça m'a intéressé de lire ce truc. Il y a longtemps que j'avais envie de regarder ces papiers de Hamilton. Et puis, il faut aller vraiment dans ces papiers. Faire un exposé au séminaire. Bon, je me suis dit, c'est l'occasion. Mais je crois qu'il faut aller vraiment dans ces papiers. Il y Je a ne vais pas quand même répéter toujours les mêmes choses. Hankins qui a fait ça. C'est un historien de la mécanique, Hankins, qui a passé 10 ans au Trinity College de Dublin et qui a étudié ces lettres. Et moi, j'ai fait ça aussi 10 ans, pendant 10 ans aussi après lui. Et les trésors sont vraiment dans la bibliothèque. Ils ne sont pas dans ces bouquins publiés. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on voit ces différentes tentatives, comment ils fonctionnent. Dans ces livres, on ne voit pas trop. C'est déjà très lissé. Et à propos du Hamiltonien qui définit, je suppose qu'on peut faire rentrer ça dans la théorie des contraintes de Dirac, non? Oui, ça doit. Il y a dans le volume 1 un appendice des éditeurs parce que les éditeurs, en plus, dans ce volume, ont fait des notes explicatives, quelquefois très détaillées, de plusieurs pages. Et il y a un appendice où ils expliquent quel lien on peut faire avec la mécanique quantique. Je me suis dit que ça doit être intéressant, mais je n'ai pas le temps de regarder. Ben, bravo, merci.